Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants et à l'éducation bien évidemment. À chaque fois une thématique et une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. C'est notre première émission de l'année. Ma chère Alix, je suis encore une fois très heureux de te retrouver avec plein de résolutions, j'imagine. Des résolutions raisonnables. Raisonnables, c'est-à-dire une? Ouais. On peut savoir ou pas? Oui, le sport. Oh, à raison de... Je pense... à raison de combien de fois par mois? Après les fêtes. Ok, oui, mon est encore... Non, un peu plus régulier. Ah d'accord, très régulier. Bon, on va en parler aussi dans un instant de ces bonnes résolutions avec notre invité. Voici le sommaire de cette émission sans plus tarder. Plus de 120 ans d'action, d'enseignement. Le MAG s'intéresse aujourd'hui à la mission laïque française, association qui s'est donnée pour but d'enseigner la langue de Molière à l'étranger, mais pas seulement, bien évidemment. Vous le verrez, quelles sont les actions menées par la MLF, comme on la surnomme ces derniers mois, quels choix stratégiques pour ces prochaines années, ça compte aussi, et notamment ce plan stratégique jusqu'à 2027. Élément de réponse avec notre invité. Dans un instant, Alix, on ne perd pas les bonnes habitudes, il y a une loupe au programme. La loupe, c'est... Oui, je vous parle d'un certain Nino Baraton, et de son amour pour la langue française qu'il partage sur les réseaux sociaux. Nino aime les mots, on voit ça dans une dizaine de minutes, c'est parti. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc Mériot, tous mes voeux pour cette nouvelle année. On est très heureux de vous accueillir, très heureux. Très belle année à vous. Le premier invité de cette année 2025 sur School TV. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la MLF? Qui n'arrête pas. Que la MLF continue à vivre pendant 120 ans, voilà. Oui, 120 ans supplémentaires. 120 ans supplémentaires, non. Bon, ce sera plus nous. Voilà. Ça sera plus nous, mais en tout cas de pouvoir continuer l'action. Un projet ou alors c'est quoi? C'est d'avoir toujours d'être autosuffisant, d'avoir toujours les fonds pour développer les projets. Oui, c'est je pense surtout garantir la réussite des élèves qui sont chez nous, et c'est vraiment la mission première qu'on est amené, en tout cas dans chacun de nos établissements, à mener quotidiennement. Et donc c'est grâce à l'action des enseignants et puis des personnels de direction. Donc c'est toute cette dynamique-là au service de l'élève avant tout. Mission de plus en plus délicate au vu du contexte, on va dire, climatique, économique, politique, géopolitique. Je veux m'arrêter là. Ouais, c'est sûr que le monde va pas très bien. On peut s'en apercevoir, on peut le constater tous les jours. Et donc c'est vrai que nous pouvons être à certains moments sur des ligne de faille, on va dire les choses comme ça. Ça a été le cas récemment au Liban, puisque nous avons un gros réseau au Liban. Donc là aussi, le Liban a fait preuve, comme toujours, d'une résilience et a permis de maintenir les établissements ouverts, ce qui a été une force encore pour l'enseignement français à l'étranger. Vous en parlez au passé, Jean-Marc, parce que le plus dur est passé. Oui, pour nous, le plus dur est passé, parce que on a réouvert et on est en train de réouvrir, en particulier notre établissement du Sud. Voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ça doit nous permettre là aussi de faire que nous puissions que l'éducation soit au cœur même de la préoccupation des enjeux géopolitiques, certes, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on est confronté à des crises économiques, à des crises sociétales aussi fortes dans plusieurs endroits du monde. Donc l'éducation est souvent le premier élément à être impacté par l'ensemble de ces dérèglements. 120 ans d'action. Quelle est la philosophie de la MLF pour ceux qui ne la connaissent pas, et surtout ses missions? Alors, la MLF, ça repose sur 3 piliers. Le premier repose sur le plurilinguisme, c'est-à-dire quand elle a été créée en 1902, cette association a tout de suite intégré la question de la pluralité des langues et le plurilinguisme pour faire que nous puissions être amenés et que les élèves qui sont à l'étranger puissent être amenés à déployer ces capacités langagières en langue étrangère en particulier. Et donc, le slogan, c'était 2 cultures, 3 langues. D'accord. La culture du pays dans lequel on s'implante et 3 langues, parce que vous avez la langue du pays dans lequel vous êtes implanté, le français et une langue étrangère, très souvent l'anglais. Aujourd'hui, on est bien plus que les 3 langues, mais c'est vrai que c'était cette dynamique-là qui prévalait à la création de l'association. Il y a la question de l'interculturalité, parce que on ne peut pas, en tout cas, la mission laïque s'est pensée aussi dans cette approche où il
fallait comprendre la culture de l'autre et intégrer cette culture-là dans l'enseignement. C'était pas un modèle plaqué et donc on devait aussi intégrer cette dimension. Et le troisième pilier, c'est la laïcité. Et donc cette dimension où en fin de compte, voilà, ça a été créé en 1902, donc à un moment crucial aussi sur la reconnaissance de la laïcité dans notre République. Et donc là aussi, c'était aller porter un modèle laïque d'enseignement pour donner à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, et c'était vraiment sur ces trois piliers-là que la MLF s'est fondée. Alix. Et comment ce pilier qu'est la laïcité est-il perçu dans des pays où la religion est omniprésente? Alors, on essaye, ça fait preuve réellement de pédagogie, c'est-à-dire qu'on doit expliquer ce qu'est la laïcité et ce qui en soi est un concept qui n'est pas compréhensible dans toutes les régions du monde. En tout cas, voilà. Donc, il nous faut aborder ça avec de manière très humble et faire que nous puissions comprendre en quoi cette laïcité apporte aussi un plus dans un environnement multiculturel. Voilà, puisqu'on a des établissements qui accueillent plein de nationalités, qui peuvent accueillir plein de religions aussi différentes. Donc c'est vraiment la question du vivre ensemble et que la laïcité est là comme étant un ciment pour permettre de grandir et de s'épanouir. Pour qu'on comprenne bien, vous opérez aujourd'hui dans combien de pays ? On opère dans plus de 32 pays, plus d'une trentaine de pays, mais avec des formules très différentes, puisqu'on a différents types d'établissements. Et donc, on a des établissements qu'on appelle en pleine responsabilité. Pardon, aussi bien pour les écoles, les collèges que les lycées. Oui, tout à fait. Donc, les établissements en pleine responsabilité sont souvent de la maternelle jusqu'au bac. Et donc, ces établissements-là, on gère la totalité des établissements dans toutes leurs dimensions, financières, RH, pédagogique. Ça va un petit peu de travail, vous, en tant que directeur général du réseau. Ça fait 4000 personnes quand même à travers le monde. Et combien d'élèves depuis alors sur les établissements en pleine responsabilité, c'est plus de 30 000 élèves. Et puis à côté de ça, on gère aussi des établissements partenaires. Donc là, on accompagne les établissements aussi sur tous leurs projets pédagogiques, leur accompagnement pédagogique, sur le recrutement, sur la formation. Et donc ça concerne là aussi plus de 30 000 élèves. Donc c'est un réseau de plus de 100 établissements aujourd'hui et avec plus de 60 000 élèves scolarisés dans les établissements affiliés à la MLF. 120 ans déjà, comment évolue la MLF année après année ? C'est-à-dire qu'elle a évolué en se développant déjà, puisque il y a 120 ans, on n'était pas à 60 000 élèves, et donc elle s'est beaucoup développée, on va dire, ces 25 ou 30 dernières années, avec certains réseaux plus que d'autres. Si on prend par exemple le réseau marocain, qui s'est très fortement développé, qui constitue aujourd'hui notre premier réseau avec plus de 11 000 élèves scolarisés au Maroc. Donc ça constitue des éléments importants et c'est vrai qu'il y a eu des zones de croissance. Vous avez un beau projet à Ben Guérir, c'est ça ? Oui, un très beau projet à Ben Guérir avec l'université Mohamed VI. On a ouvert une école en cette rentrée, la rentrée de septembre, nouvelle école, et puis dans un vrai partenariat, là aussi avec l'université, une très très belle université, très grande université Mohamed VI, qui va nous permettre de créer des liens, que ça soit sur les dimensions de Ben Guérir et de l'université Mohamed VI, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux scientifiques, mais au-delà de ça, on a aussi conclu un partenariat récent avec l'université sur tous les enjeux de formation, parce qu'on a envie de créer là aussi des dispositifs de formation pour accompagner les enseignants marocains, et pas spécialement seulement dans nos établissements. On a aussi cette mission et cette ambition de coopération éducative, avec un enjeu aussi sur l'Afrique, parce que le Maroc est aussi une porte qui doit nous permettre de pouvoir aller porter, en tout cas aller construire aussi des dynamiques pédagogiques sur le territoire africain. Et le supérieur, c'est un véritable credo ? Le supérieur ? Le supérieur, pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que ça intègre plein d'autres dimensions. Et c'est vrai que, alors après, sur le supérieur, on a un enjeu, c'est de permettre, là aussi, d'offrir des parcours à nos élèves. Donc, on a lancé tout un projet autour des enjeux, de bien identifier quels pourraient être les parcours pour nos élèves après le bac. Et donc, on doit les accompagner. Et c'est vrai qu'il y a des évolutions absolument majeures aujourd'hui pour les élèves qui sont au sein de nos établissements. Pendant longtemps, il y avait une grande majorité de nos élèves qui allaient
faire leurs études en France. Ouais. C'était voilà. Aujourd'hui, on est donc c'était pratiquement 70% des élèves. Il y en avait qui restaient dans le pays d'origine. Et puis maintenant, on a voilà à peu près une répartition par tiers, c'est-à-dire un tiers continue à aller en France, un tiers reste dans le pays d'origine et un tiers va à l'international, en particulier beaucoup au Canada et en Amérique du Nord et aussi de plus. Parce qu'ils sont demandeurs ces pays justement. Parce qu'ils sont demandeurs et puis parce qu'en fin de compte, je pense qu'on a aussi de plus en plus internationalisé la question de l'enseignement français à l'étranger. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont avant tout des établissements français internationaux. Donc cette dimension d'international. Une sorte de label ? C'est une sorte de label. Alors, le label, il est donné par l'homologation dans la logique de la conformité au programme français. Mais on intègre de plus en plus cette dimension internationale aujourd'hui. Je pense que c'est un enjeu absolument crucial demain pour l'enseignement français à l'étranger d'internationaliser ces établissements pour pouvoir répondre aussi à une concurrence internationale de plus en plus forte. Et pour bien comprendre, votre réseau, il accueille essentiellement des élèves locaux, ce ne sont pas des enfants d'expatriés. Exactement. Alors, quels sont leurs profils ? Alors, bon, ça correspond aussi à des familles qui sont plutôt aisées, hein, on va dire les choses comme elles sont, parce que ça, voilà, c'est des frais de scolarité quand même assez élevés. Il faut savoir que la MLF repose sur les frais de scolarité des parents, elle n'est pas subventionnée, ou en tout cas de manière très modeste. C'est proportionnel à leur revenu ou il y a un ticket d'entrée fixe ? Alors non, c'est en lien avec les frais de scolarité, ce qu'on appelle les frais de scolarité, qui sont différents suivant les niveaux, on va dire. On ne payait pas le même prix en maternelle qu'au bac ou en primaire, mais voilà, c'est pas lié aux revenus des parents, mais ça correspond au modèle tel qu'il existe pour l'enseignement français à l'étranger. Tous les établissements français à l'étranger reposent sur aussi des frais de scolarité. Alors pour les établissements de l'opérateur public qui sont ceux de l'AEFE, il y a des dimensions où voilà, il y a des subventions possibles, voilà, mais les élèves qui sont chez nous, par exemple élèves français, simplement, reçoivent aussi des bourses. Bon, tout ça est un écosystème particulièrement complexe. Mais qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre un lycée français à l'étranger et un de vos établissements ? Ah bah nous on est des lycées français à l'étranger, donc voilà. Donc après le lycée français à l'étranger, il a différentes, c'est plusieurs formes. Voilà, il y a 570 établissements aujourd'hui dans le monde et il y a une multitude de formes par rapport à ces établissements. Sur ces 570, nous on en gère plus d'une centaine. Vous voyez, donc la question elle est voilà. Et après il y a l'opérateur public qui est l'agence de l'enseignement français à l'étranger qui gère aussi d'autres types d'établissements et d'autres types de partenariats. Voilà, donc ça, c'est très multiforme et chaque établissement est un peu unique en fin de compte. Voilà, mais on est tous considérés comme des lycées français à l'international. En tout cas, des établissements uniques et une formation unique. Également. Alors, une formation concernant les enseignants, les professeurs. Parce que vous avez souligné que nous accueillions beaucoup d'élèves locaux. Voilà, c'est une spécificité de notre réseau, peut-être par rapport à l'agence de l'enseignement français à l'étranger. On est, voilà, ça constitue. Si vous prenez le Maroc, on a plus de 98% de Marocains dans nos établissements. D'accord. Vous voyez. Donc, ce qui n'est pas souvent le cas quand on pense à un lycée français à l'étranger, c'est souvent des Français, des enfants d'expat. Et ben là, chez nous, c'est un peu l'inverse. Et on n'est pas dans les mêmes proportions que dans d'autres établissements français à l'étranger. Mais on a la particularité aussi d'avoir beaucoup d'enseignants locaux. Oui, on peut avoir des enseignants détachés du ministère de l'Éducation nationale dans nos établissements, mais nous, notre proportion, c'est beaucoup plus d'enseignants locaux. Donc l'enjeu de la formation est absolument crucial par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne ces enseignants qui sont recrutés localement, qui n'ont pas toujours les mêmes formations initiales telles qu'on peut les connaître en France. Donc c'est à nous de nous adapter et d'accompagner l'ensemble de ces enseignants dans leur développement professionnel et faire que nous puissions, là aussi, renforcer leur excellence pédagogique et aussi faire qu'ils puissent enseigner l'ensemble des programmes français. Et alors justement, c'est quoi ces outils pédagogiques que vous mettez à disposition de ces enseignants on a différents types de dispositifs en matière de formation. On peut avoir des formations diplômantes, c'est-à-dire des masters ou des diplômes universitaires. On a un certain nombre de partenariats. On a des formations continues avec des formations en présentiel sur la didactique des disciplines, sur un certain nombre d'enjeux qui sont très en lien avec les problématiques d'enseignement d'aujourd'hui ou aussi
le numérique, par exemple, l'intelligence artificielle. On a déployé là des formations adaptées à tous ces nouveaux environnements pédagogiques. Et puis, on a toute une plateforme et plein de formations aussi en ligne, puisque ça constitue aujourd'hui aussi pour ces enseignants un atout, parce qu'ils n'ont pas tous la possibilité de se déplacer à travers le monde pour pouvoir aller suivre des formations. Donc, on a un vrai accompagnement aussi en ligne, donc une plateforme qui est totalement dédiée à nos enseignants avec des spécificités et des contenus spécifiques pour nos enseignants. Et pour ce qui est du français, le français, on le sait, n'est plus la langue internationale qu'il était. Pourquoi c'est important pour vous de promouvoir le français à l'étranger ? Parce que ça fait partie de l'ADN de l'association, c'est-à-dire que les statuts de l'association stipulent bien que nous sommes là pour promouvoir la culture et la langue française. Ça, c'est les premiers éléments de l'ADN de l'association. Donc, on doit suivre en tout cas ces objectifs-là et ces missions. Au-delà de ça, je pense que le français offre encore beaucoup d'opportunités à travers le monde. Donc, dans une langue qui est en capacité aussi, qui est la langue du raisonnement, on va dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on est en capacité aussi de montrer les spécificités du français et de faire qu'à travers nos établissements, on soit amené à renforcer la place du français. Et je pense que les établissements français à l'étranger sont vraiment les vaisseaux amiraux pour permettre d'accompagner aussi le fait que la langue française soit toujours, même si elle peut perdre un peu, mais en tout cas, elle soit toujours... Pensez à l'Afrique, pensez à l'Amérique du Nord, justement, oui, alors c'est vrai que nous, on a, par exemple, en décembre, nous avons fêté les 10 ans de la réouverture de notre établissement à Abidjan. Jean Mermoz Jean Mermoz, c'est un très très bel établissement. J'ai travaillé, attention. C'est un très très bel établissement, c'est 2500 élèves, et là c'est vraiment un lycée international, par exemple, c'est des dimensions très intéressantes. On a plus de 50 nationalités dans cet établissement, et donc ça constitue vraiment une spécificité là aussi sur le territoire africain, et notre objectif c'est de créer des partenariats avec plein d'autres acteurs, renforcer la coopération, c'était les images de la commémoration. Et donc, c'est vrai que c'est des dynamiques qui sont aussi très intéressantes sur le territoire africain. Et on a envie aussi de créer un lien et un axe Maroc-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi toute cette dynamique-là. On est très implanté au Maroc, on est de plus en plus implanté en Afrique. Donc notre enjeu, c'est vraiment aussi de pouvoir faire que nous puissions de plus en plus nous implanter en Afrique. En Amérique du Nord, nous sommes aussi présents à travers des établissements partenaires. On a un réseau de plus de 30 établissements partenaires. Donc on accompagne aussi toute cette dynamique-là, mais avec des problématiques qui sont différentes. C'est essentiellement au Canada ? Au Québec, ou il y a aussi un peu aux États-Unis ? Aux États-Unis et au Canada, beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada. Ah, d'accord. Et donc on accompagne avec les problématiques sont pas du tout les mêmes, mais là par exemple sur l'enjeu de formation, c'est un enjeu absolument crucial en Amérique du Nord, et on a développé à travers une équipe dédiée des dispositifs de formation spécifiques pour nos établissements d'Amérique du Nord. Alix. Et vous savez quelle filière après post-bac les attire le plus en France globalement ? Alors, beaucoup les matières scientifiques, pour tout vous dire, ça continue. C'est la réputation de la France à l'étranger. C'est pas totalement la réputation, mais en tout cas, les élèves sont toujours très axés sur le domaine de la santé, en particulier médecine, mais au-delà de ça, on a aussi beaucoup d'ingénieurs, en tout cas, d'écoles d'ingénieurs. Et alors, c'est vrai qu'on a... Vous avez des femmes ou pas ? Sur ma question, vous avez des femmes ou pas dans vos écoles d'ingénieurs ? Alors, c'est un gros sujet. Très gros sujet. Et donc, il nous faut intégrer. Donc, on promue réellement aussi cet enjeu-là, de faire que ces filières puissent être offertes, bien évidemment, en tout cas qu'on puisse les valoriser auprès des élèves et faire qu'on puisse introduire aussi tout ça dans les parcours des élèves qui souhaitent se destiner à ces parcours-là. Mais ce qui se passe, c'est que on est aussi dans des enjeux où la France est reconnue aussi pour bien évidemment, toutes ces sciences sociales et sciences politiques. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi des élèves qui se destinent à ces parcours-là, mais une plus grosse proportion sur le domaine scientifique. Jean-Marc Mériot, c'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix.
Et pour cette première de l'année, ma chère Alix, tu nous parles de Nino Baraton, un jeune homme de 23 ans qui réinvente l'apprentissage de la langue française. Et ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui, et sur son compte Instagram, Nino les mots est suivi par 188 000 abonnés et ça ne fait que grimper. Il partage chaque jour un nouveau mot, rare, oublié ou intriguant, comme ici avec le mot narreux. Ah, goûte-moi ça, c'est excellent. Ah, attends. Là, il se tient incroyable aussi, goûte. Attends, mets-moi dans le verre plutôt. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais le narreux? Le quoi? Le narreux. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non? Ça me fait rire parce qu'il y a 20% des Français qui sont narreux et pourtant il y a personne qui sait ce que ça veut dire. Narreux, c'est un mot d'origine lorraine et en gros, ça vient de narine et ça veut dire quelqu'un qui est particulièrement difficile avec l'hygiène alimentaire. On peut dire que t'es narreux si, à chaque fois que tu vas au restaurant, t'inspectes méticuleusement les couverts pour voir s'ils sont bien propres ou pas. Tu es narreux si ça te dégoûte de partager un verre ou une bouteille avec quelqu'un. Le narreux, par exemple, c'est celui qui va jamais manger de street food. Ou alors, c'est celui qui, quand t'as un banquet ou un goûter, si jamais il y a des gens qui ont touché à la nourriture avec leurs mains sales, lui, il va préférer ne rien manger. C'est quelqu'un qui est délicat, exigeant, difficile avec la bouffe. Moi, il me faut rire ces gens-là parce que je suis plus partisan de ce que dit Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais bon, je respecte. Narreux ou pas, tu t'abonnes. Hein. Et cette vidéo cumule plus d'1 million de vues. Comme on peut le voir, Nino n'est pas qu'un simple dictionnaire en ligne. À travers de courtes vidéos, il donne vie aux mots. Il montre dans quelle mesure ils peuvent enrichir nos pensées, exprimer des émotions complexes ou même débloquer des situations. Nino est originaire d'Aix-en-Provence. Il est passionné de langue française et d'éloquence. Il a d'ailleurs d'abord été attiré par l'oralité avant de se plonger dans la littérature. Aujourd'hui, il est étudiant au cours Florent et rêve de devenir comédien. Depuis sa première vidéo en avril 2023 où il expliquait le mot synchronicité devant un coucher de soleil. Son concept fait mouche, des millions de vues et des internautes qui le remercient d'avoir mis des mots sur des idées ou des sentiments qu'il n'arrivait pas à décrire. C'est en tout cas ce qu'il a confié au Figaro. Pour Nino, la langue française n'est pas réservée aux érudits. Elle est un outil universel, accessible à tous et il incarne cette nouvelle génération qui utilise les réseaux sociaux pour transmettre culture et savoir. Jean-Marc, comment vous travaillez, vous, à transmettre cette passion pour la langue française? Alors, je pense que ce qui est très intéressant dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est de rentrer aussi par le petit bout de la lorgnette, quoi. C'est-à-dire, on rentre par une petite histoire pour construire la grande histoire. Et c'est le cas de la langue française aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut rentrer par des petites histoires et faire qu'on puisse raconter l'histoire de la langue française. Et ce qui est très important dans l'apprentissage d'une langue, c'est bien évidemment de savoir parler la langue, mais c'est la culture associée à la langue. Vous voyez ? Et donc, dans le cadre de la langue française, cette culture, elle doit être transmise. C'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer les deux. On ne peut pas distinguer l'apprentissage d'une langue par rapport à sa culture. Et très souvent, on a fait un peu cette distinction-là dans les systèmes éducatifs. Voilà, pour ça qu'on n'a pas non plus toute l'aisance nécessaire. En tout cas, des générations ont loupé un peu cette capacité à pouvoir bien intégrer la maîtrise des langues. Et donc, on a cet enjeu-là de la culture associée à l'apprentissage. Et donc, à nous de favoriser ces temps, ou en tout cas ces espaces où on est là pour promouvoir la culture française. Donc, ça passe par des projets, ça passe par des activités culturelles, ça passe par du théâtre, par plein d'autres choses qui font qu'à un moment ou à un autre, on est là pour renforcer cette culture et faire que ça vienne renforcer aussi l'apprentissage. Et typiquement, les cours d'histoire que dispensés à vos élèves, c'est le programme français. Oui, c'est le programme français. Alors, bien évidemment, on est amené aussi à y intégrer des dimensions locales parce que ça fait partie aussi de cette identification. Voilà, il faut qu'on soit en capacité. Donc, c'est un travail qu'on a fait énormément, par exemple, à Abidjan. On a vraiment intégré des références locales dans les programmes d'histoire. C'est un chantier que nous lançons aussi au Maroc, parce que ça doit renforcer aussi toute cette appropriation. Mais là, on est sur mesure à chaque fois. Oui, c'est du sur-mesure parce qu'on s'adapte aux environnements dans lesquels on évolue et dans lesquels on enseigne. C'est réellement cette capacité d'adaptation aujourd'hui. La spécificité des établissements français à l'étranger, c'est qu'ils s'adaptent à l'environnement local. S'ils ne s'adaptent pas, ils ne sont pas amenés à répondre aux enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire accompagner chaque élève aussi dans la réussite. Un bain multiculturel, on l'a bien compris. Quelle est l'importance de l'oralité et quelle est la place de l'oralité dans vos enseignements? Parce qu'ici,
On a toujours l'impression qu'on en souffre un petit peu, même si on essaie de changer les choses. Alors, c'est une vraie question aujourd'hui parce que on renforce toute cette dimension-là, mais on peut encore faire mieux. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que bien évidemment, la question de l'oralité est une question absolument centrale. Ça développe un certain nombre de compétences, mais je vais vous donner un exemple. Je pense, comment on est amené à pouvoir associer la dimension de l'oralité à l'écrit. C'est ce qu'on est en train de faire, ou c'est ce que vous avez été amené à faire pour préparer cette émission, c'est-à-dire être amené à écrire, en tout cas à préparer, à structurer toute une interview et ensuite de pouvoir partager à travers la langue. Et c'est un travail qu'on effectue, par exemple. Vous allez monter des radios, vous. Voilà. Oui. Donc dans tous nos établissements, on a des radios et on a des web radios, et parce que ça fait partie là aussi des enjeux tels qu'on les porte pour développer cette capacité à parler, à s'exprimer, voilà. Et on pense que la web radio dans cette pratique-là est un réel outil, et donc tous nos établissements ont une web radio. Voilà. Donc, et il y a tout un travail qui est effectué sur ces enjeux d'oralité, mais au-delà de ça, bien évidemment, sur la question de l'éducation aux médias et à l'information. Mais ça s'intègre et ça développe un certain nombre de compétences. C'est pour ceux qui veulent? C'est un on les pousse. Tout le monde doit y passer. Tous nos élèves vont y passer. C'est l'ancienne poésie. Allez, on y va. C'est une question, voilà, ça fait partie là aussi d'un élément très très important dans nos établissements. Et ces enjeux autour de l'oral, vous les encouragez dès la maternelle ? Oui, on essaye en tout cas de faire que la question de l'oralité puisse, parce que là aussi la question de faire que les élèves déjà dès la maternelle, et leur première rencontre c'est la langue. Vous voyez, alors c'est le toucher bien évidemment dans un premier temps, mais après c'est les sons, c'est la langue, c'est toute cette voilà. Donc bien évidemment c'est aussi des dimensions importantes à intégrer dès le début des apprentissages, et les premiers apprentissages en maternelle s'effectuent aussi autour de ces capacités langagières. Jean-Marc Mériot, dernière question. Chez la MLF, à la MLF, je ne sais pas comment bien dire. On est plutôt à la MLF, c'est mieux. Merci de me corriger. On est plutôt savoir-faire ou savoir-être? Alors, on est plutôt, on aime le savoir-être, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir échanger les uns avec les autres, et sur une dimension que je trouve absolument essentielle, qu'on retrouve beaucoup plus dans nos établissements à l'international, parce qu'on a cette capacité d'avoir des élèves qu'on accueille en maternelle et qu'on suit jusqu'au bac. C'est la capacité aussi de créer des communautés d'apprentissage, vous voyez, et cette capacité à ce que les élèves puissent collaborer ensemble, qui est une des compétences absolument essentielles pour que nos élèves puissent s'adapter à des environnements totalement en mouvement. Et donc là-dessus, cette compétence-là est absolument centrale, et on a la possibilité de le faire parce que on peut créer des projets multiniveaux, interniveaux, vous voyez, et donc cette dynamique-là, elle est absolument cruciale. Et donc ce travailler ensemble, cette capacité à faire qu'on puisse grandir ensemble et s'épanouir ensemble, c'est aussi une dynamique très forte dans les établissements français à l'étranger, dans les établissements de la MLF. Donc la dimension savoir-être, et voilà, mais le savoir-faire est aussi important. Mais voilà, c'est. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci à vous. Merci de ce premier MAC de l'année 2025. Un grand merci à toi, Alix. Merci. Et Jean-Marc Mériot, je rappelle que vous êtes directeur général du réseau de la mission laïque française. Une prochaine inauguration bientôt pour 2025 ou? Alors on a plusieurs projets, mais voilà, pour l'instant il n'y aura pas d'inauguration à proprement parler, parce que chaque ouverture d'école est une histoire en elle-même. Et on vous accueillera de nouveau, je l'espère, pour en reparler. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao.